Hop là, et bien le bonjour les 5 et aujourd'hui nous allons parler d'Aquaman volume 5 une dernière fois, puisqu'on a déjà évoqué en long, en large, en travers tout ce qu'a fait Peter David au début de la série entre 94 et 98. On a évoqué la petite période de transition de Dan Abnett, puis l'arrivée sur le personnage d'Eric Larsen et d'Eric Battle. Voilà, les vidéos sont présentes sur la chaîne si jamais je vous y retourne. Et donc, il nous restait à traiter le dernier morceau, pas des moindres, celui de Dan Jurgens et de Steve Epting pour la partie dessin. On est entre janvier 2000 et janvier 2001 et on est sur les épisodes 63 à 75 inclus. Après quoi, la série s'arrêtera définitivement faute de bonnes ventes. Voilà. Alors c'est déjà un miracle d'être allé jusqu'à l'épisode 75. D'ailleurs, cette troisième ongoing, c'est celle qui tient le record, toujours à ce jour, du nombre d'épisodes sur une série Aquaman. Il faut le savoir, puisque la toute première, celle de 62 à 78, elle n'a compté que 63 épisodes. Celle de la deuxième ongoing, celle de McLaughlin en 91 et 92, 13 épisodes seulement. La troisième, donc c'est celle-ci, 94-2001, 75 épisodes, plus si on compte l'épisode 0, en fait ça fait 76. Plus des annuals, ce qui n'avait pas été le cas dans les séries précédentes. Après quoi, on arrive sur la quatrième ongoing, qui est celle de 2003, hein, la période Sub Diego, 57 épisodes. La cinquième, c'est les New 52, Geoff Jones, Jeff Parker, Cullen Bunn et Dan Abnett pour 52 épisodes. Et puis enfin, la dernière série Aquaman en date, c'est celle de Rebirth, si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'il y en ait une en cours. Hein. Et donc Rebirth, c'est 70 épisodes, signé Dan Abnett puis Kelly Sue des comics. Et c'est peut-être la moins bonne de toutes. Quand j'y pense, c'est peut-être la moins bonne de toutes. Ouais, donc c'est déjà un miracle d'être allé jusque là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Dan Jurgens des épisodes 63 à 75? Pas mal de choses. 3 arcs, dont un qui est prédominant, qui tient en 7 épisodes, donc c'est quand même le plus gros, c'est le gros morceau quoi, de son run, et puis 2 petits arcs qui sont complètement anecdotiques que vous trouverez en fin de run. L'un teinté d'Heroic Fantasy qui se passe dans une autre dimension. Voilà, il y a vraiment un côté Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux, mais en cheapos, voilà, on va se le dire. Et puis bon, c'est très concis, c'est 3-4 épisodes, pas plus, donc t'as pas le temps de développer un vrai univers, t'as pas le temps de développer un vrai lore. Alors que t'es dans un monde Heroic Fantasy, t'as pas le temps de le développer, c'est un comble, quoi, tu vois. Tu vois, c'est le problème que j'ai avec beaucoup de comic books qui s'essayent à l'Heroic Fantasy. C'est que pour moi, ce sont des univers qui ne doivent pas être traités à la légère, par-dessus la jambe. Tu vois, le Seigneur des Anneaux, c'est par exemple, c'est quoi? C'est 3 bouquins de 500 pages, plus le Silmarillion, plus Bilbo le Hobbit. Enfin, c'est une œuvre qui est extrêmement conséquente. Tu vois, c'est plus conséquent que la Bible. Le Seigneur des Anneaux, c'est une religion en fait, le truc. Tu vois, c'est waouh, c'est un travail phénoménal qu'a fait J.R.R. Tolkien, et ce qui fait que son univers est crédible et cohérent en fait. Parce que tout est expliqué, il y a une chronologie, il y a des arbres généalogiques. Enfin, c'est un truc de malade. Euh, Si tu prends dans un tout autre domaine, un tout autre média, tu prends l'exemple des Elder Scrolls, pour ceux qui ont joué à Skyrim, Oblivion, etc., et qui attendent Elder Scrolls 6 avec impatience. C'est pareil, il y a un vrai lore, une vraie histoire qui t'est racontée, il suffit de lire les bouquins hein, pour ceux qui jouent à Skyrim, mais ouais, tout fait sens, quoi. C'est un univers qui prend vie littéralement sous tes yeux et tu y crois. Tu y crois parce qu'on a le temps de développer. Le jeu est immense, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein d'autres. Bref, on a le temps de développer en fait sur le long terme. Mais quand tu me racontes ce genre d'univers en 3 issues de comics, gros, arrête tes sornettes. Ça ne rime à rien, sans déconner. Et puis même constat pour Batman ou Wonder Woman à Tiernan Hogg, là, justement, qui était sorti chez Urban Comics, là, le Batman ou Wonder Woman, je sais plus comment ça s'appelait. Je crois que ça s'appelait Tiernan Hogg, j'en sais plus rien. Mais putain, c'est pareil, quoi. Gros, tu es en train de me dépeindre un univers de malade, tu me fais pop des êtres, des races, des machins à droite à gauche, mais tu me le racontes pas, ton univers. Comment tu veux que je m'immerge dedans, en fait? Donc là, même constat, c'est pas terrible. Et puis le tout dernier arc de Dan Jurgens, je l'ai lu tout à l'heure dans la voiture. J'ai terminé la troisième série d'Aquaman, la plus conséquente, je l'ai terminée dans ma voiture. Comme une vieille putain en fin de course, quoi. Et je sais même plus ce que ça raconte, tellement c'était anecdotique au possible. Alors que j'ai fini il y a 1 heure, quoi. Pour te dire. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le début du run de Dan Jurgens. Vraiment le gros morceau, donc l'épisode 63 à 70 inclus, qui est peut-être d'ailleurs le pan scénaristique le plus réaliste de cette troisième série.
Alors, je mets réaliste avec des guillemets, si tu veux, parce que bon, on reste sur des nations fictives, on parle d'Atlantide, voilà, on parle d'Aquabad, évidemment que c'est pas réaliste. Mais c'est quand même le plus réaliste de tout ce qui a été écrit sur cette troisième ongoing depuis Peter David, très clairement. Le plot, c'est une nation insulaire qui s'appelle Serdia, qui est extrêmement puissante et extrêmement développée d'un point de vue technologique et au niveau de son armement. Par contre, le peuple crève la dalle. C'est comme beaucoup de dictatures modernes, tu sais, de tyrannie de notre monde réel, hein, qui plus est, où ouais, il y a de l'armement, il y a du pognon euh, chez les, comment dire, chez les dirigeants, chez les puissants. Par contre, les gens n'ont rien à bouffer dans leur frigo. Le peuple, là, il crève la dalle, quoi. Voilà. Et donc, cette nation qui s'appelle Sardia, elle décide d'attaquer du jour au lendemain Atlantide. Pour des histoires d'eau territoriale, enfin, toujours les mêmes leitmotivs à deux balles. Et cette storyline, elle fait extrêmement penser à celle de Sean McLaughlin en 91, parce qu'on avait exactement le même début de run, avec une nation qui s'appelait Homeland, nation insulaire qui plus est, qui attaquait Atlantide pour exactement les mêmes raisons. On ne savait pas qui avait attaqué en premier, enfin bref. Et donc, ça semblerait être du copier-coller de ce qu'a fait Sean McLaughlin 10 ans auparavant, mais en réalité, il n'en est rien, puisque Dan Jurgens va quand même beaucoup plus loin dans son développement. Et c'est là où ça devient intéressant. Tritonis et Poséidonis, les deux capitales, sont rasées, littéralement. Elles sont complètement détruites, il ne reste plus rien, plus que des vestiges, plus que de la poussière dans le sédiment. Et là, c'est intéressant déjà parce qu'on parle de Tritonis et de Poséidonis, c'est-à-dire que Erik Larsen, je vous l'avais expliqué, avait balayé d'un revers de main dans son run précédent le lore incroyable de Peter David et des Chroniques Atlantes, en expliquant que finalement il restait plus qu'une cité, voilà, Poséidonis, et qu'on décidait de l'appeler Atlantis pour que ce soit beaucoup plus simple. Je pense vraiment que Erik Larsen avait fait ça pour attirer un nouveau lectorat. Pour que quand tu arrives à l'épisode 50, ça soit un lore extrêmement accessible, épuré, voilà, avec une cité sous-marine, une cité-État, Atlantide, terminé, on ne parle pas du reste. Ça me dérangeait un petit peu parce que ben, ça occultait tout ce qu'avait fait Peter David avant cela, quoi, hein. Et là, au moins, Dan Jurgens, même s'il ne ramène pas Tirnanog, même s'il ne ramène pas Basilia et les autres cités perdues d'Atlantide, au moins, il ramène quand même Tritonis et on parle de Poséidonie. Donc ça me plaît déjà, ça me plaît. Au moins ça. Quand même, montrer un minimum de respect à ce qu'a fait Peter David avant, quand même, parce que c'est lui le daron sur cette troisième série, hein. Depuis Atlantis Chronicles, pour moi, c'est lui le daron, de toute manière. Et le patron. Et donc, les deux cités principales d'Atlantide sont éradiquées. Et là, la question, c'est de savoir ce que vont faire les Atlantes en guise de réponse. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, actuellement, qui se passe au Moyen-Orient? Ah bah ça, vraiment, c'est waouh, c'est incroyable, le parallèle, il est fou, quoi. Quelle réponse va devoir apporter Arthur? Arthur, il est roi à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer comme réponse? Est-ce qu'il va devoir frapper la nation de Serdia avec la même violence, la même barbarie dont ont fait preuve les Serdians à l'égard d'Atlantide? Ou est-ce qu'étant donné qu'il est souverain et que c'est quand même un héros à la base, est-ce qu'il va devoir frapper de manière beaucoup plus chirurgicale, isoler les véritables coupables? Enfin voilà. Il va y avoir une réponse de fait. T'imagines bien qu'Atlantide ne va pas se laisser attaquer sans répondre. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est de placer Arthur face à ce genre de dilemme. Parce que c'est ça qu'on a envie de lire quand on lit le destin d'un roi, le destin d'un dirigeant. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que forcément, il va être confronté à la Justice League à un moment donné de l'histoire. Et là, on va bien montrer que, eh ben, qu'il est à part, en fait, Arthur, par rapport à ses coéquipiers de la Justice League, qui ne représentent aucun pays. Lui, comment dire, lui, il représente toute une nation, il représente tout un peuple. Il a des gens derrière lui. Et il doit rendre des comptes. Ce qui n'est pas le cas de Superman ou de Wonder Woman, qui agissent de manière un petit peu indépendante. Ils ne répondent pas au gouvernement américain, ils ne sont pas complètement libres non plus, certes, mais ils ne font pas n'importe quoi. Lui, Arthur, il a toute une nation derrière lui. Donc, tu vois, et c'est ce genre de dilemme moraux, en fait, que je kiffe lire, quoi. Et c'est ça que j'ai envie qu'on m'écrive quand je lis Aquaman en tant que roi. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment passionnant. Et, et vraiment, moi, je vous conseillerais, si vous avez adoré, si je vous ai donné envie de lire le run de Peter David, ce que je vous conseillerais, c'est éventuellement d'aller jusqu'à
jusqu'à la période d'Anamnet, de lire d'Anamnet, parce que même si c'est bâclé et que c'est pas très bon, et ben d'Anamnet, comme je l'avais expliqué déjà, hein, il s'est permis de clôturer des choses qui avaient été initiées par Peter David dans son run. Donc en fait, tu vas avoir les fins de certains segments importants de Peter David. Il faut lire d'Anamnet, il faut lire les 3-4 épisodes de d'Anamnet, 3 je crois. Donc je vous conseillerais de lire Peter David et d'Anamnet, de faire l'impasse sur Erik Larsen, parce que dans l'ensemble c'était pas mauvais, mais il n'y avait rien de vraiment concluant et de vraiment conséquent en fait. Voilà. Il se passe 2-3 choses pas trop mal, mais tu vois, même le triangle amoureux qu'il avait imposé entre Mera, Arthur et Noble, finalement c'est hyper téléphoné, le dénouement est un petit peu pauvre, voilà, et ça manque de surprise, quoi. C'est vraiment dommage. Donc faites l'impasse sur Erik Larsen, ne vous infligez pas ça, même si c'est pas complètement mauvais, ça reste bien au-dessus de pas mal de trucs comme Kelly sous Déconique ou je lui mets toujours une petite au passage, ou même, Jeff Parker, putain c'était désastreux. Par contre, moi je vous conseillerais, une fois que vous avez lu d'Anamnet à cette époque, de tout de suite passer sur l'épisode 63 et de lire jusqu'à l'épisode 70 de Dan Jurgens, parce que c'est vraiment cool. Franchement, moi j'ai adoré cette lecture, il y a des conséquences, il y a vraiment des conséquences pour le coup, hein. Et puis on développe toujours également la relation entre Garth et sa compagne, dont je peux difficilement spoiler l'identité. D'ailleurs, j'espère que je ne vous ai pas montré cette cover, sinon je vous ai tout niqué. Mais en fait, je ne peux pas vous spoiler l'identité de la nana de Garth, parce que sinon je vous nique le run de Peter David. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en train de lire le run de Peter David, donc on va éviter, le drame, quoi. Voilà. Je peux montrer ça de la cover éventuellement. Elle ne spoile pas grand-chose. Là, on est sur les 3 derniers épisodes, hein, 73, 74 et 75. Et ceux-là sont pas vraiment dingues, quoi. Autre point fort de la série, c'est le dessin de Steve Epting. Alors, est-ce que je peux vous montrer un truc qui a quand même de la gueule? C'est peut-être pas l'arc le plus intéressant, mais ouais, Steve Epting, c'est magnifique. Et je le dis, pour moi, c'est le dessinateur le plus accompli et celui qui propose le plus beau travail sur toute cette 3e série. Je suis pas un grand fan de Jim Calafiore et de Martin Egeland qui étaient les dessinateurs de Peter David. Je trouvais que c'était un petit peu trop caricatural par moments, des expressions de visage, des traits, des expressions beaucoup trop forcées. J'avais un peu de mal avec Jim Calafiore et Egeland, même au niveau de la colorisation, c'était un peu cartooniste, c'était très étrange, quoi. Et pour moi, celui qui s'en sort le mieux, clairement, c'est Steve Epting, quoi. C'est juste incroyable, hein. Je vous montre celui-là parce que si je vous montre l'autre, je vais spoiler des trucs. Voilà. Hop. Donc pour moi, Dan Jurgens, c'est le scénariste qui s'en sort le mieux pour écrire Arthur en tant que roi. Malheureusement, étant donné qu'il reste que sur 13 épisodes, il n'a pas le temps de développer plus que ça. C'est dommage. J'aurais aimé le voir sur au moins une bonne vingtaine d'épisodes. Je pense qu'il aurait pu nous faire un truc pas mal. Mais là, c'est déjà très bien. Là. Les épisodes 63 à 70, c'est déjà très très bien. La fin, un petit peu téléphonée. Je dois vous avouer que j'ai vu le truc arriver à des kilomètres. Parce qu'il y a un dénouement, il y a un twist en fait dans ce scénario. Et je l'ai vu arriver à des kilomètres, vraiment. Peut-être parce que j'ai trop lu d'Aquaman. Et du coup, je savais pertinemment ce qu'il en était. Et je ne me suis pas trompé. Mais ça peut être sympa. En tout cas, il y a quand même un personnage autre qu'Arthur qui est clairement iconisé là-dedans. Un super vilain, j'en dirai pas plus. Et c'est très très cool de le revoir. Enfin voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Dan Jurgens, c'était très bien. En tout cas, les épisodes 63 à 70, je le rappelle. Le reste, c'est à oublier, quoi. C'est pas non plus de la merde, hein, mais tu sentais qu'il était sur la fin, qu'il avait raconté ce qu'il avait raconté avec cet arc de Serdia contre Atlantide, dans lequel tu vois Arthur en tant que souverain. Et un autre truc que j'ai trouvé vraiment cool avec Dan Jurgens et cet arc de Serdia, c'est qu'en fait l'évolution d'Arthur prend fin. Aquaman, c'est un personnage qui ne cesse d'évoluer depuis la fin de l'âge de bronze, depuis la mort de son fils, en fait. Voilà. Où vraiment l'image qu'il avait du boy scout blondinet avec la mâchoire carrée, beau gosse, le Superman aquatique blond aux yeux bleus, cette image elle est clairement écorchée dans La Mort du Prince quand on le voit attaquer Garth, on sent qu'il se passe un truc dans sa tête, qu'il est en train de perdre la boule, perdre les pédales, et donc on est
on commence à s'éloigner en fait de l'image du boy scout qu'on avait de lui pendant l'âge d'argent et le début de l'âge de bronze. Et donc, avec Shawn McLaughlin, on a déjà les prémices d'une transformation physique à venir. Il a les cheveux plus longs, il a une coupe mulet, mais bon, c'est l'époque qui veut ça, c'est 1991, hein, McLaughlin. Et on sent qu'il est beaucoup plus teigneux, beaucoup plus arrogant, beaucoup plus vénère, cet Aquaman, beaucoup plus solitaire aussi. On a déjà une transformation physique et psychologique chez McLaughlin. Et puis ça, ben, c'est clairement concrétisé par Peter David qui en fait un dépressif, un mec aigri, un mec violent, un mec solitaire, grincheux. Il est grincheux. Il sourit à aucun moment. Ou alors quand il sourit, c'est quand il fait des blagues salaces. Tu vois, il a un petit peu d'humour noir. Enfin voilà, il est très étrange cet Arthur, mais parce qu'il a pété une durée. Très clairement, il est devenu un peu fou. Et, et en fait, il va apprendre tout au long du run de Peter David à redevenir le personnage qu'il a été, le personnage de lumière qu'il a été, ce boy scout, ce vrai super-héros, cet équivalent de Superman, hein, d'un point de vue moral, je parle. Il va apprendre petit à petit à canaliser ses émotions et à redevenir ce super-héros qu'il était dans le passé. Et cette évolution, elle prend fin avec Dan Jurgens, magnifiquement, vraiment. Je suis vraiment content que ce soit lui qui ait mis un point final à ça. Ou Arthur, alors certes, il a toujours les cheveux longs et la barbe, ça n'a pas changé. Il n'a pas encore retrouvé son costume doré, enfin son costume orange, ça faudra attendre la série de 2003 pour que ce soit le cas. Mais il fait beaucoup plus propre sur lui en fait. Tu vois que c'est un souverain, tu vois que maintenant il prend soin de lui. Là où avant c'était une barbe et des cheveux longs parce qu'il se les était laissé pousser, parce qu'il était dépressif et qu'il prenait plus soin de son image, qu'il en avait plus rien à foutre. Parce que c'est ça, hein, quand tu es dépressif, tu te laves plus, tu te rases plus, tu prends plus soin de toi, tu n'en as rien à foutre en fait. C'était très clairement l'image qu'avait Aquaman à ce moment-là. Là, il a toujours, physiquement, il a toujours cette longue barbe et ces longs cheveux. Mais par contre, c'est entretenu. Là, c'est soyeux. Là, il sent bon, tu vois. Là, il a beaucoup plus sa classe. C'est un roi, c'est un souverain. Et il s'est assagi, il s'est apaisé. Et il est hyper noble. Le personnage est redevenu hyper noble. Peut-être même plus noble qu'il n'était avant tout ça. C'est là où je trouve qu'il y a une évolution qui est super intéressante concernant le perso et qui est passionnante. Moi, vraiment, j'ai pris mon pied sur cette troisième série parce que c'est presque, je ne veux pas dire que c'est un retour au statu quo. Enfin, si, c'est presque un retour au statu quo parce que à la fin, il retrouve Mera, il est encore roi d'Atlantide. Donc en fait, c'est presque un retour à ce qu'il était pendant l'âge d'argent, sauf qu'il a perdu son fils entre et il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué autour de lui, mais qui s'est fait de manière extrêmement logique en fait au fil du temps et c'était passionnant à suivre. C'était passionnant à suivre. J'ai très hâte d'attaquer la prochaine série. Il me reste encore 3 annuals à lire d'ailleurs là pour complètement boucler vraiment la troisième ongoing. Et donc voilà ce que je pourrais vous conseiller, c'est de lire toute la période Peter David, Atlantis Chronicles compris, évidemment. Ça reste toujours ma plus grande lecture à ce jour d'ici Comics, Atlantis Chronicles. C'est vraiment une histoire qui m'a fasciné. Et tout ce qu'a fait Peter David derrière. Lire Dan Abnett, voilà. Eric Larsen, il arrive à l'épisode 50 et il reste jusqu'à l'épisode 62 inclus. Donc ça, vous n'avez pas besoin, vraiment. Vous n'allez pas perdre grand-chose. Et puis vous rattaquez l'épisode 63 et vous quittez à l'épisode 70. Pardon. Vous quittez à l'épisode 70 et puis vous lisez pas les 5 derniers, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, je pense que vous aurez vraiment de très bonnes heures de lecture devant vous, les petits gars. Voilà. Écoutez, je reviens très bientôt. Je vais me commander sans plus attendre la Justice League de Grant Morrison. Donc grosse lecture encore à venir, hein. Je pourrais faire des reviews sur du Urban Comics, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review sur du Urban Comics, donc on retourne au review VF avec la Justice League de Grant Morrison, parce que ça va être ma prochaine lecture, le temps que ça arrive évidemment. Et j'en ai besoin en fait pour clôturer définitivement l'âge sombre, j'ai besoin de cette période, parce que si je dis pas de bêtises, Aquaman il est quand même assez important dans la Justice League à ce moment-là. C'est le Aquaman de Peter David qui plus est, donc c'est pour cette raison que c'est intéressant. Voilà, et puis après quoi, on va attaquer l'âge moderne. Je déteste ce terme. L'âge de lumière, je préfère. En plus, c'est moi qui ai trouvé, donc c'est la classe. Le mec. Non, je préfère le terme d'âge de lumière, il fait vraiment sens. Il fait vraiment sens, ce terme. Donc, j'ai hâte d'attaquer l'âge de lumière, et l'âge de lumière, je le date. Bah, du coup, l'épisode 75 se termine en janvier 2001. Il faut attendre 2003 pour avoir le début de la série qui suit. Donc, c'est à partir de là que pour moi, l'âge de lumière commencera. C'est au début de la série suivante. Voilà. Donc, début des années 2000 en fait. Voilà, je vous ai tout dit. C'était la dernière vidéo concernant Aquaman Volume 5. Merci à ceux qui ont suivi, hein. Bon, évidemment, ça n'a pas explosé le compteur de vues, mais je m'y attendais. Je fais ça par plaisir. Voilà, parler d'Aquaman, c'est ma passion.
Donc c'est pas un personnage forcément qui est très apprécié, mais voilà, je m'en tire avec 350-400 vues, donc c'est très cool pour ce genre de vidéo. Merci à vous tous les petits gars. Je vous dis à très bientôt, prochaine review donc à venir, la Justice League de Grant Morrison et puis Aquaman volume 6. Voilà, voilà. Allez, ciao les mecs.